Chers collègues, nous débutons la deuxième audition de la journée en faisant un retour vers le bloc communal en recevant Monsieur Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d'Ardennes Métropole. Ce n'est toutefois pas seulement aussi au titre de vos mandats locaux que nous vous accueillons, mais également parce que vous avez remis au gouvernement en mai 2024 un rapport intitulé « Coût des normes et de l'enchevêtrement des compétences entre l'État et les collectivités, évaluation, constat et propositions ». Alors, le champ de ce rapport est évidemment bien plus large que celui de notre commission d'enquête, mais vous êtes évidemment concentré aussi dans le cadre de vos travaux sur la question de la commande publique. Vous soulignez son impact sur le fonctionnement des collectivités et appelez à en améliorer et son efficacité et son efficience. Avant de vous donner la parole, je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « Je le jure ». Je vous en remercie. Vous faites le constat dans votre rapport d'une complexification des règles de la commande publique et de l'importance des coûts procéduraux. Nous venons d'ailleurs d'en parler avec le représentant de Région de France. Coûts qui sont entraînés pour les collectivités et singulièrement les communes par ce droit de la commande publique. Comment simplifier ou faire évoluer la réglementation pour que cette même commande publique ne soit plus uniquement perçue comme un poids pour les acheteurs publics et un parcours d'obstacles pour les opérateurs économiques? Telle est l'une des interrogations que nous partageons avec monsieur le rapporteur qui vous interrogera immédiatement après votre propos liminaire. C'est pourquoi je vous demande également, outre les enseignements de votre rapport, de pouvoir nous donner l'exemple, selon vous, emblématique des préconisations que vous formulez au regard des difficultés particulières que vous avez pu connaître et que vous connaissez dans le cadre de votre mandat et dans le cadre du travail que vous avez mené. Ces difficultés peuvent être d'ordre juridique, économique ou administratif et concerner aussi bien l'exécution que la passation des marchés, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure et nous l'avons dit hier aux représentants du bloc communal, nous comptons très fortement nous appuyer sur l'expérience et l'expertise des élus locaux dans cette maison qui est la Chambre de représentation des territoires. Je vous remercie. Monsieur le Président, d'abord, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, merci de votre invitation. Elle me permet d'évoquer un sujet qui, je crois, effectivement, comme praticien du Code de la commande publique, du Code des marchés publics, eh bien, est un sujet de frustration permanent. Et je crois... Vous avez tout à l'heure commencé par rappeler les sanctions pénales qui s'exposent à ceux qui viendraient devant vous pratiquer un faux témoignage. Eh bien, on est un peu dans cette situation aussi dans la commande publique où le fait que la pénalisation très forte des infractions, notamment celle du favoritisme, et il y a lieu qu'elle le soit, rétroagit, à mon sens, de manière extrêmement puissante sur l'ensemble des services des acheteurs publics qui n'ont aujourd'hui presque plus qu'une seule idée en tête et unique, et c'est une partie de la difficulté dans laquelle nous sommes, qui est la sécurité juridique du processus. Face à un droit complexe, face à des sanctions potentiellement lourdes sur le plan pénal et pour eux et pour les élus. Je viens, moi, d'une collectivité où, juste avant que je ne prenne mes fonctions, une totalité du service de la commande publique s'est retrouvée au SRPJ à devoir s'expliquer sur la passation d'un marché dans le domaine de l'assainissement, que tout ça aboutit 4 ans plus tard à un non-lieu total pour l'intégralité des fonctionnaires mis en cause, mais que néanmoins, ils ont tous passé un très mauvais moment et les élus qui les commandaient, même s'ils ont changé entre-temps, effectivement, eux aussi n'étaient pas très rassurés par la tournure prise par les choses. Donc il y a, je crois vraiment, un arrière-fond et un contexte qui est celui de cette pénalisation qui aboutit à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul objectif, et c'est préjudiciable, qui est la sécurité. On va voir que ça emporte d'autres conséquences. Je peux peut-être effectivement revenir sur les constats, monsieur le rapporteur, sans anticiper peut-être trop vos questions sur les constats qui sont posés, peut-être laisser plus de temps ensuite à l'échange.
puisque effectivement, vous le rappeliez, j'étais amené à me réintéresser de manière un peu plus systémique que simplement comme praticien dans ma ville et agglomération à l'occasion du rapport qui m'a été commandé, que s'agissant des normes, on s'est beaucoup demandé, les collègues qui m'assistaient dans ce travail, comment envisager le sujet, et qu'on a procédé par finalement des éclairages sur la commande publique, la fonction publique territoriale et la comptabilité publique, en se disant que sur ces trois sujets, trois corpus de normes, on pouvait certainement essayer d'abord d'identifier les coûts, ce que ça coûte. Identifier un coût, ça n'est pas forcément remettre en question la norme, mais c'est au moins documenter le fait que l'existence de cette norme génère sur le fonctionnement des collectivités un coût important, et ça nous paraissait être le cas pour les trois corpus que je viens de citer là. On a regardé aussi, puisqu'ils nous ont été parfois dénoncés ou en tout cas indiqués quantité d'autres normes plus individuelles, mais sur ces trois paquets-là, je pense qu'on était à peu près certain de faire un travail utile de documentation. Alors sur qu'avons-nous découvert à cette occasion, voilà, simplement un rappel très simple. On a deux seuils de procédures principaux qui existent pour les acheteurs publics locaux. Mais ce sont le seuil qui définit finalement les procédures sans formalité ni publicité, jusqu'à 40 000 € ou 100 000 s'agissant des travaux. Seuil pour les biens, les services, et puis un autre seuil pour les travaux. Et puis il y a un deuxième seuil, deuxième niveau, qui est lui le niveau européen, qui définit au-delà duquel on se trouve dans les procédures formalisées. Et donc la France a en quelque sorte rajouté le premier seuil dont je parlais, qui définit la différence entre ce qui est peut-être fait sans formalité ni publicité, et puis ce qui est qu'on appelle le marché à procédure adaptée, les MAPA. Donc on a finalement trois blocs, rien, MAPA et procédure formalisée. Sur les seuils de publicité, on a deux niveaux. Et alors, une des propositions qu'on fait dans le rapport, ce serait de les mettre en cohérence par rapport aux deux premiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a un seuil finalement intermédiaire, 90 000 €, où il n'y a pas de publicité, où la publicité finalement est libre. Il y a une obligation de publicité qui est inhérente à tout marché public, donc dès le premier euro, mais parfois elle est aménagée et puis elle est laissée à l'appréciation de la collectivité. À partir de 90 000, on ne choisit plus, et là il y a normalement le passage par le BOAMP, le bulletin officiel des annonces de marché public, et puis il y a un deuxième seuil qui correspond cette fois au seuil européen, où là on rajoute une obligation de publication au journal officiel de l'Union européenne. Bon, donc on a déjà un premier sujet éventuellement désaccordement des deux, ce qui nous amène, nous, à proposer que jusqu'au seuil des MAPA, eh bien, on n'ait plus de formalité de publicité qui soit imposée, qu'on laisse quel que soit le niveau du MAPA, et on propose de le remonter ensuite, mais une formalité de publicité qui soit à l'appréciation des collectivités. Alors, effectivement, notre travail a consisté à essayer de documenter le coût de procédure, et on a à ce moment-là pu s'appuyer sur des travaux du Sénat qui remontaient à 2014, et pour essayer effectivement de déterminer sur la partie acheteur public quels sont les coûts justement liés à la procédure, sachant qu'il existe aussi des coûts de procédure pour les entreprises, qui sont peut-être un peu moins importants, mais qui sont malgré tout tout à fait significatifs, et qui ont, on le verra, des conséquences économiques non négligeables. L'actualisation à laquelle nous avons procédé sur les coûts procéduraux pour les acheteurs publics, on a tenté finalement de distinguer le coût des MAPA, puisqu'il est quand même moins on est sur dispositions moins longues et moins complexes à mettre en œuvre que pour des procédures formalisées, justement des procédures dites formalisées. Alors on aboutit, je ne vais pas reprendre tout le cheminement, mais on aboutit à une évaluation un peu en dessous de 7 000 €, 6 800 € pour le coût moyen d'un MAPA, et un peu plus de 11 000 € pour une procédure formalisée. Le problème qu'on a ensuite, c'est un problème de dénombrement des marchés passés, puisque l'Observatoire économique de la commande publique dénombre et n'impose le recensement des marchés qu'à partir de 90 000 €. Donc vous voyez que sur la tranche de 40 à 90, on a là un blanc statistique de recensement, et donc il a fallu ensuite imaginer combien on pouvait avoir de MAPA malgré tout pour évaluer le coût total de la commande publique. Alors selon qu'on fait l'hypothèse qu'il y a 80% de MAPA,
ce qui paraît très raisonnable, ou seulement 50%, on n'atteint pas le même chiffre, on en est autour de 1,4 milliard à 1,6 milliard quand même de coûts procédural pour les acheteurs publics locaux, ce qui fait, on avait rapporté au volume entre 2,1 et 2,4% du montant des marchés passés. C'est pas rien. Un coût de la fonction achat qui dépasse les 2%, c'est quelque chose qui est malgré tout assez significatif. C'est plutôt en dessous, semble-t-il, dans le secteur privé. Et donc, on a ainsi pu préciser justement les coûts de procédure. Alors pour les entreprises, là on a une enquête on s'est appuyé pour essayer de les estimer. Ce n'était pas le cœur de notre mission, donc on a simplement un ordre de grandeur. Mais la Commission européenne, lorsqu'elle a travaillé sur ce sujet il y a quelques années, avait fait une répartition. S'il y avait un coût de 100 au total, un coût procédural de 100 au total, il y avait 60 pour les acheteurs publics et 40 pour les entreprises. Donc ça signifie quand même, vous voyez, vu l'importance des montants qu'on a, nous, si on est à 1,4 milliard ou 1,6 milliard pour les acheteurs publics, ça veut dire qu'il y a probablement un coût d'1 milliard, autour d'un coût d'1 milliard pour les entreprises qui répondent au dossier, de constituer les dossiers, le temps passé par les agents, et effectivement, avec pas toujours la certitude du succès. Alors ces coûts de procédure, c'est différent d'un autre sujet qu'on n'a clairement, nous, pas eu le temps d'investiguer et qui, par ailleurs, serait compliqué à aller estimer, mais ce sont les surcoûts d'achat. Parce que les coûts de procédure, ils sont certains. Chaque fois qu'on passe un marché, on a ce coût. Les surcoûts d'achat, ça mérite d'être documenté. Et pourquoi on peut penser qu'il y a des surcoûts d'achat ? D'abord, on peut s'appuyer sur les travaux de la Cour des comptes de l'Union européenne, puisqu'il y a un excellent rapport de 2023 qui est allé regarder quels étaient les résultats, finalement, de l'application du paquet marché public de 2014. En 2014, la Commission a révisé profondément le Code des marchés. On a mis quelques années où il est transposé, mais le nouveau Code des marchés, qui s'applique depuis 2019, est issu de ce paquet marché public de 2014, avec plusieurs directives. Et donc, la Cour des comptes fait une comparaison. Elle avait fait une enquête avant et après et fait des comparaisons. Et elle constate qu'entre 2011 et 2021, les durées moyennes des procédures ont augmenté de 50%. Que la part des PME, ce qui était un des objectifs de la réforme, s'est plutôt réduite, alors que c'était l'objectif de la faire progresser dans la commande publique européenne. Et elle constate, et c'est le point le plus inquiétant de mon point de vue, que l'intensité concurrentielle s'est réduite, puisqu'on a quasiment un doublement de la part au niveau européen comme au niveau français, en fait, des marchés qui ont un attributaire unique. Donc il n'y a plus qu'un seul fournisseur dans la procédure. Pour vous dire que quand l'intensité concurrentielle se réduit et puis qu'il n'y a plus qu'une seule personne avec laquelle négocier, les négociations tournent plutôt à l'avantage de l'offreur de produits et de services qu'à l'acheteur. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut craindre aujourd'hui d'avoir mis en place au niveau européen et au niveau français un cadre d'achat qui est à la fois des coûts de procédure lourds, importants pour les collectivités, et en plus un effet contre-productif en termes qui, par sa complexité, dissuaderait ou en tout cas n'attirerait pas suffisamment les entreprises et les offreurs de biens et de services, avec donc au bout du compte une réduction de l'intensité concurrentielle et, on peut le craindre, des coûts supérieurs, des coûts de transaction supérieurs dans les achats. Alors là, on n'arrive plus sur quelque chose de qualitatif parce qu'on n'a pas pu faire, et je dois dire que ce serait, vous en parlerez peut-être ensuite, mais c'est un sujet qui serait compliqué à regarder parce qu'il faut, au même moment, il faudrait aller regarder quel est le prix de vente d'un produit suffisamment standard pour avoir par exemple une référence de prix à l'UGAP ou une référence de prix dans un marché public local, et puis une référence de prix du même produit standardisé dans un marché privé pour faire de manière un peu les comparaisons de manière systématique et pertinente. Donc c'est pas un travail simple ni facile. Néanmoins, comme élu local, on a quand même le sentiment d'acheter aujourd'hui à 25 à 30% plus cher à peu près tout ce qu'on achète. Et ça, c'est un ressenti. Il demanderait vraiment à être étayé, mais
je pense qu'il est cohérent en tout cas avec la situation concurrentielle qu'on peut décrire sur les achats publics au niveau local aujourd'hui au moins. Mon propos ne va pas au-delà, ce ne sont pas des sujets qu'on a regardés. Mais voilà donc les constats que nous faisions. Alors, on avait peu de temps et en fait, pas dans l'équipe qui était constituée autour de moi, l'expertise juridique qui nous aurait permis d'aller regarder dans le détail les mesures de transposition. Et donc, ça nous a plus naturellement amené à proposer un relèvement du seuil de passation sans formalité ni publicité. Assez important puisqu'on propose de passer de 40 000 à 150 000 pour prestations de services et achats de biens et à 250 000 pour les travaux. Et qu'en dessous de ces seuils-là, alors la crainte de beaucoup des interlocuteurs, c'était mais que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va être finalement dans le favoritisme, le choix? Il va se passer en fait que les collectivités, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, parce qu'elles sont même dès le premier euro soumises au code des marchés et qu'un marché public, elles vont s'organiser et c'est elles qui vont faire une mise en concurrence de manière sommaire et définir leur politique d'achat public finalement pour essayer d'acheter le moins cher et dans des conditions qui ne les mettent pas en danger sur le plan juridique. Donc on n'est pas en train de définir un espace de non-droit, on est en train de définir un espace dans lequel les collectivités pourraient, si c'était le cas, acheter plus librement avec des formalités plus légères et certainement plus rapides. Et il faut bien le reconnaître aussi en privilégiant, je crois, davantage les fournisseurs locaux. Parce que là, cette fois-ci, c'est elle qui organiserait finalement le sourcing de base, passerait les 2-3 coups de fil aux fournisseurs potentiels pour avoir, comme c'était la pratique, et ça reste d'ailleurs la pratique un peu de base, les 2-3 devis qui permettent une comparaison, une mise en concurrence sommaire, et qui, dans un certain nombre de cas, peuvent quand même être très efficaces parce que ça permet, ça n'exclut pas du tout la négociation avec les fournisseurs. Donc voilà un peu la proposition qui a été faite. Je rappelais tout à l'heure qu'on avait fait aussi une proposition de faire de nouveau coïncider les seuils de procédure et de publicité dans un esprit de simplicité. Et puis on avait un deuxième volet, je me permets de le rappeler, sur la facilitation des groupements de commandes. Parce qu'on a quand même la caractéristique, alors, c'est naturellement un peu lié au fait que nous avons beaucoup de collectivités dans le bloc communal en France, mais on a quand même 130 000 entités adjudicatrices en France, ce qui fait presque, justement, ce qui fait une grosse moitié des entités adjudicatrices européennes. Je crois qu'il y en a 250 000. Donc vous voyez, on est un peu plus de la moitié. Donc on a un vrai émiettement. Et forcément, comme les coûts procéduraux ils sont fixes par marché, à partir du moment où on est nombreux à acheter, on peut craindre qu'effectivement chaque petite collectivité qui passe un marché sans se coordonner forcément alors qu'elle pourrait le faire sur des marchés un peu standards avec la voisine ou avec le PCI, eh bien on ait quand même des coûts assez élevés. Et donc je crois que les groupements de commandes sont alors il y a plus de la publicité à faire autour de ces groupements de commandes, à mon sens, aujourd'hui, parce que finalement, les normes ont été quand même assez simplifiées sur le fait de par exemple, rentrer finalement une liste un peu cadre des marchés qu'on va mettre en groupement de commandes. On le pratique dans le PCI qui est le mien. Il peut arriver aussi qu'on prenne à bord des collectivités en cours de route qui n'y étaient pas entrées au départ. Donc il y a des possibilités qui ont été introduites pour y rentrer ensuite. Bon, donc bref, on a quand même une certaine souplesse qui ont été mises. Et je pense simplement qu'aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment connues, ces possibilités de groupement de commandes. Alors elles s'ajoutent bien sûr à ce qui peut exister à la mutualisation organisée, par exemple, par l'UGAP. Mais au niveau local, sur des prestations très standards d'achat, de services de contrôle des extincteurs. On a tous des extincteurs, à la petite mairie comme dans la plus grande, ou le PCI qui a des services, etc. Et en général, ce sont des fournisseurs locaux. Et quand même, quand on achète à plusieurs, eh bien, on achète quand même généralement un peu moins cher que si on va chercher une prestation de contrôle sur quelques extincteurs auprès d'une entreprise locale. Donc voilà, on avait aussi un volet sur cette facilitation ou cette publicité à faire autour des groupements de commandes
Mais je le redis, c'est un sujet sur lequel on n'a certainement pas pu passer autant de temps qu'on l'aurait souhaité. Et donc depuis les missions complémentaires m'ont été confiées, je garde toujours l'ambition de pouvoir documenter davantage les surcoûts et notamment cette question du surcoût d'achat. Parce que sur le plan économique, elle me préoccupe quand même. Ça voudrait dire que tout ce que nous avons mis en place n'atteint finalement au bout du compte plus qu'un seul objectif, qui est celui de la sécurité juridique. C'est une bonne chose, mais c'était pas le seul de la commande publique. L'objectif, tout cela, c'est quand même de permettre aux collectivités d'acheter le moins cher possible, pas seulement de manière sûre. Sûr et le moins cher. Et là, manifestement, sur le moins cher, on est loin du compte. Merci, Monsieur Ravignon. Je me tourne vers Monsieur le rapporteur. Oui, non, mais c'est très très intéressant votre exposé, puisque en fait, ce qu'on voulait faire dans un sens, on fait plutôt le contraire dans l'autre sens. Il y a deux sujets auxquels vous avez répondu, où j'avais posé une question. Bien sûr, c'est le relèvement des seuils de marché. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient permettre la simplification des règles pour avancer dans une commande publique plus abordable pour les élus locaux et inversement, vous avez répondu aussi avec le groupement de commandes, dans quelle mesure la commande publique peut permettre l'achat local? Voilà, c'est un petit peu les deux questions que j'avais. Il y a une partie des réponses là, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être dans votre étude, dans votre rapport, qui pourraient nous aider? Alors, je pense qu'on pourrait aller regarder quand même dans le détail, puisqu'on n'a pas cessé de charger la commande publique de régler encore bien d'autres problèmes que simplement celui de la non-discrimination, l'absence de favoritisme et l'achat au meilleur coût économique. On lui demande rien moins que de travailler à l'insertion. Personnes en situation d'exclusion. On lui demande aussi de travailler, là encore ce sont des objectifs éminents et tout à fait nobles, mais à la lutte contre le changement climatique, contribuer à la transition écologique, etc. Et c'est un processus qui, je veux bien confesser d'ailleurs une forme de responsabilité pour m'être occupé un tout petit peu du Grenelle de l'environnement avec Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à rajouter des critères environnementaux, sociaux à la commande publique, avec les meilleures intentions du monde, mais avec au bout du compte l'obligation, par exemple, d'avoir au moins dans tous les marchés un critère ou social ou environnemental. Tout cela, naturellement, aboutit à une complexification, aboutit parfois à des postures un petit peu artificielles, et pas forcément souhaitées par les collectivités. Et donc, je pense que si on avait le temps de réexaminer la nécessité de tous ces critères, on pourrait certainement concevoir quelque chose de plus simple, sans recourir, peut-être d'ailleurs, au relèvement, qui est finalement la méthode, je le reconnais, un peu la plus facile, le relèvement des seuils, de dire, voilà, on applique les seuils de MAPA seulement à des niveaux plus élevés, et on laisse les collectivités faire en dessous ce qu'elles souhaitent. C'est la solution la plus libérale, ce qui me convient bien, mais aussi la plus facile. Réexaminer les critères qu'on a mis progressivement serait une autre piste, un peu plus longue sur le plan juridique, mais tout à fait faisable. Mais ces critères, à l'inverse, permettent aussi quelquefois d'avoir une commande plus locale. Donc c'est un croisement des deux. Oui, mais on pourrait, ces critères, il ne s'agirait pas de les interdire, oui. Mais il s'agirait de les laisser ou de les laisser à la liberté de la collectivité. Là, aujourd'hui, on a pris le système... On impose qu'il y ait la présence de ces critères, au moins de l'un d'entre eux. Et on veut généraliser. Et simplement, je vous fais observer que, parce que ça c'est l'expérience que j'ai connue, avec les meilleures intentions du monde, on peut aboutir à des désastres. Le contenu carbone, par exemple, c'est une notion très complexe, qui est très peu appréhendée par les petites entreprises. Et quand donc, avec les meilleures intentions du monde, vous mettez dans votre marché... vous voulez avoir un contenu carbone faible, en réalité, ceux qui peuvent répondre à votre marché, c'est uniquement des boîtes beaucoup plus importantes, super bien structurées, et qui vont pouvoir effectivement répondre à la question et calculer leur contenu carbone. Donc, voilà, parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions, on le sait. Merci. Je vais passer la parole au collègue, Madame Müller-Bronn. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour votre exposé.
je vais aller dans le sens de vos dernières paroles. Parfois, les meilleures intentions sont pavées de problématiques. Et en fait, on détourne au bout d'un moment. Il y a toujours un détournement possible. L'expérience, vous avez parlé du bilan carbone. Moi, je me souviens d'un appel d'offres départemental pour le transport des enfants, des élèves handicapés, et où on avait l'habitude de faire travailler les taxis ou les ambulances locales. Et puis, voilà, il y a eu un appel d'offres plus conséquent et moins coûteux. On a choisi en fait des entreprises qui étaient parisiennes, c'est le hasard, parisienne, et qui ont donné vraiment toutes les garanties d'avoir les véhicules sur place, les chauffeurs formés, qui connaissaient bien l'Alsace. Et tout ça était bien sûr dans l'appel d'offres. Et on s'est rendu compte, une fois que c'était fait, c'était une catastrophe. Les chauffeurs venaient d'ici, connaissaient rien. Les véhicules qui avaient été proposés n'étaient pas du tout à l'image de ce qui avait été vendu. Donc on voit que quand les entreprises sont grandes, ce que vous disiez tout à l'heure, eh bien, on a des problématiques. On a eu la même chose, les communautés de communes qui ont en compétence le périscolaire. Il y a très longtemps, ce sont des associations locales, les grandes associations qu'on connaît, familiales, AGF, DDMJC, etc., qui étaient en charge de tout. Puis quand il y a eu des appels d'offres encadrés où on n'a pas pu jouer sur le local, ce sont les grandes, et les crèches, etc., donc les grandes sociétés qui sont venues d'ailleurs, qui ont cassé les prix, alors donc des prix très intéressants, et qui finalement, au bout du compte, c'est une catastrophe pour les EPCI, puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas du tout la même formation, le même service et les mêmes compétences. Donc, c'est une réelle difficulté. Et en mettant de plus en plus de critères, et surtout le critère prix, on fait face à des mastodontes de l'appel d'offres qui vont contourner, qui arrivent toujours à contourner finalement les règles qu'on essaie d'être le plus sincère possible et le plus efficace possible. Mais moi, j'ai jamais vu que ça fonctionne réellement. Donc si vous pouvez nous aider à empêcher ce genre de contournement. Je vous propose, si ça vous convient, qu'on puisse donner la parole également aux deux autres collègues, Madame Daniel et Monsieur Jeunet. Oui, merci. Merci pour cet exposé, puis surtout pour le travail que vous avez fait en amont en essayant de quantifier et de qualifier et de donner un peu de chiffres, parce qu'on voit que quand on interroge de manière un peu éparse les élus, évidemment, c'est difficile d'avoir une vision un peu globale de ça. Donc, il faut prendre un risque de qualifier. Moi, je me demandais si on avait mais j'ai pas eu le temps de regarder, alors que moi-même, je suis universitaire, donc je pourrais éventuellement regarder un peu, mais s'il y a des travaux de chercheurs en économie publique qui ont renseigné et fait des travaux économétriques sur ces sujets, sachant qu'a priori, en vous écoutant, je me dis que les mécanismes sont assez connus. Quand on a un marché où il y a un donneur d'ordre, où on met des barrières à l'entrée, et le simple fait de répondre à un marché public est une barrière à l'entrée, quand on met des critères, on recrée des barrières à l'entrée, donc on élimine des offreurs, on se retrouve rapidement dans une situation d'oligopole où l'effet prix et l'effet markup, il est inhérent à la structure du marché. Donc là, on est bien sur un mécanisme qui est connu et renseigné de tous les microéconomistes. Alors en fonction de la configuration du marché, s'il y a plusieurs, en fonction du nombre d'offreurs, en fonction du nombre de demandeurs, on va être sur des configurations de marché qui vont être différentes, mais qui vont avoir des effets sur les prix qui sont connus et anticipables. Et ça me paraît important de le dire, parce que on a l'air parfois, avec un ton parfois un peu accusateur de surcoût et d'effet prix, de markup sur les prix, mais qui sont des mécanismes économiques tout à fait qualifiés et quantifiés.
et qui sont inhérents à la structure même du marché et au niveau de barrière à l'entrée que l'on va mettre. Répondre à un marché public, c'est la première barrière à l'entrée, mais j'alerte aussi les collègues sur le fait que plus on met de critères, plus on instaure de barrières à l'entrée avec les inclus et les ensembles, que vous connaissez bien en théorie des nombres en mathématiques, et du coup, plus on va créer ce markup de prix. Et donc, plus on va avoir un effet inflationniste. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on enclenche un effet déflationniste par rapport aux objectifs que vous avez énoncés au départ et que vos collègues ont aussi énoncés dans les auditions précédentes. Merci. Monsieur Jeunet. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je ne suis pas universitaire comme notre collègue, donc j'ai un peu plus de mal à apprécier l'application de la théorie du nombre à toutes nos affaires, mais je me retrouve assez dans ce qui vient d'être très bien expliqué de façon théorique dans la pratique que je vis comme élu municipal dans ma commune à Digoin depuis 1995. Donc je suis le plus ancien élu au conseil municipal, donc j'ai vu passer un certain nombre de réformes de la commande publique. Et c'est vrai que ce qui me marque beaucoup, c'est que lorsque j'ai été élu pour la première fois, effectivement, l'inquiétude juridique des élus sur les marchés publics était très prégnante. On craignait de partir voir les gendarmes puis le juge d'instruction pour des problèmes de marché public. Et c'est vrai que ce risque est beaucoup moins prégnant aujourd'hui. On craint beaucoup plus pour la prise illégale d'intérêt que pour des problématiques de marché public parce qu'effectivement, on a le sentiment d'être tellement corseté par les juristes, les avocats, etc., tous ceux qui se penchent et que vous avez très bien décrit, et tout cela a un coût, qu'effectivement, le risque est moins grand. Alors, vous l'avez très bien dit, la sécurité juridique est certainement plus grande, mais c'est aujourd'hui au détriment de ce qu'on voulait faire au départ, c'est-à-dire assurer... Alors, vous avez parlé du meilleur prix, mais enfin du prix le plus bas, en tous les cas, le meilleur prix pour avoir effectivement et la qualité et le prix, puisque c'est également un sujet. Moi, ce qui me marque beaucoup dans votre intervention, également dans votre rapport, et dans beaucoup de sujets que nous abordons actuellement aujourd'hui, en préparation de la prochaine loi de finances 2026, qui va être, on le sait, très compliquée, c'est qu'on sait que finalement, on a poussé beaucoup de curseurs très très loin sur les bonnes intentions, sur les normes, sur plein de sujets qu'on a voulu... auxquels on a voulu apporter des réponses grâce à la norme et grâce à l'encadrement juridique et grâce aux règles. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'en a peut-être plus les moyens de se payer tout cela et qu'on arrive au bout du bout. Et donc, est-ce que vous pourriez peut-être amorcer peut-être encore d'autres pistes sur aujourd'hui comment on dessert le corset parce que j'ai le sentiment que dans beaucoup de sujets, sur le diagnostic, on est très bon. On voit ce que donne ce corset, mais on n'a encore pas le mode opératoire pour sécurité juridique. Qui va avoir le courage de mettre les pieds dans le plat et de dire ça coûte trop cher, ça a trop de conséquences négatives et donc il faut desserrer. Donc, vous avez effectivement évoqué la piste des seuils, de relever des seuils, mais c'est finalement, vous l'avez dit vous-même, une sorte de pis-aller. Donc, est-ce que vous pourriez approfondir un peu cette réflexion et nous donner quelques solutions pour éclairer la commission d'enquête? Merci. Merci beaucoup. Je vais me permettre d'ajouter deux petites questions. La première, vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'acheter moins cher. Je crois que beaucoup d'élus, en tout cas c'est mon sentiment, quelles que soient les sensibilités, ont le souci, ce que disait M. Jeunet, du meilleur prix, c'est-à-dire que d'une part, il n'y a pas que le critère prix, et puis d'autre part, la prise en compte des critères au-delà des contraintes qu'ils peuvent représenter, qui sont aussi une manière quand même de pouvoir accompagner nos TPE-PME. Et justement, là-dessus, dans votre rapport, vous évoquez le coût des normes, des contraintes, des procédures. Est-ce que vous savez si, du côté de l'État aujourd'hui, un travail a été engagé pour identifier le retour sur investissement des critères? C'est-à-dire qu'on voit la face sombre de tout cela, et elle est avérée, bien évidemment, mais il y a aussi des effets positifs.
sur le soutien aux entreprises, à des accompagnements de changement de pratique. On parlait tout à l'heure avec le représentant de Région de France, mais d'effets leviers de la commande publique. Est-ce que vous savez si ça a pu être identifié ou si ça commence à l'être? L'autre élément qui ressort d'une certaine manière, et c'est en cela aussi que votre rapport est très intéressant, c'est qu'on voit bien que globalement, sur le pilotage par la donnée, l'État, d'une façon générale, les pouvoirs publics sont quand même très largement aveugles. Et donc, je le dis d'autant plus en tant que législateur avec les collègues, c'est qu'on est amené à voter des lois, à fixer des objectifs, sans même bien souvent connaître la situation de départ. Donc ça, c'est quand même un point de vigilance extrêmement important. Et puis, je voudrais revenir sur 2 points très précis évoqués dans votre rapport. La décentralisation des personnels des établissements publics locaux d'enseignement. Alors, je suis conseiller régional par ailleurs. La loi 3DS a introduit une part d'autorité fonctionnelle sur les adjoints gestionnaires, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant et qu'en l'occurrence, en permettant aux départements pour les collèges, aux régions pour les lycées, d'avoir davantage la main sur des stratégies d'achat qu'au demeurant ces collectivités financent, c'est tout le paradoxe, c'est qu'elles payent sans avoir la main sur les critères, sur les achats, le bon achat qui est parfois celui qu'on ne réalise pas. Et puis sur la durée des procédures, vous vous rappelez le rapport de la Cour des comptes européenne où il y a une inflation entre 2011 et 2021 de près de 50%, mais avec pour une fois la France qui fait mieux que l'Europe à quelques heures près. On passe grosso modo de 62 jours à 96 jours au plan européen et de 65 jours à 95 jours au plan national. Comment vous évaluez et appréhendez cette évolution qui est quand même très significative, mais qui permet peut-être aussi de relativiser la situation française? Très souvent, on le dit, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se rassure. Alors là, c'est tout relatif. Mais malgré tout, comment vous pouvez l'expliquer avec le travail que vous avez mené? Je vous remercie. Je vais essayer de reprendre dans l'ordre les questions. J'ai l'impression que, pour reprendre tout à l'heure les cas que vous évoquiez, qu'on est dans des cas où manifestement le critère prix était assez important. Et bon, c'est fixé. Et donc, alors on n'est plus dans la. Il fut un temps, effectivement, le Code des marchés, dans ses premières rédactions, parlait du moins 10 ans. Bon, on est depuis bien longtemps dans le mieux 10 ans et dans le meilleur prix économique, la meilleure offre qui inclut d'autres éléments. Mais pour des raisons parfois, je crois aussi de sécurité juridique, le prix a quelque chose finalement de très rassurant. Quand vous conduisez une grosse procédure avec, vous le savez, un risque contentieux important et les histoires de bus, voilà un secteur dans lequel il y a énormément d'acteurs et vous savez que si votre procédure n'est pas complètement bien montée, vous risquez d'être mis au TA ou attaquer, etc. Vous pouvez avoir tendance à donner des pourcentages et dans la pondération que vous faites du critère prix, lui donner un pourcentage important parce que finalement ça va un peu tuer ou objectiver davantage les choses. Donc peut-être qu'il y a là une piste d'explication et c'est à mon avis un des effets que je décrivais tout à l'heure, c'est que quand on est inquiet sur le résultat d'une procédure, quand on pense que même qu'on a a priori rien à se reprocher, on peut se retrouver avec des actes annulés et des élus ou des services mis en cause. On peut avoir tendance à pondérer plus largement le critère prix, parce que finalement, quand vous avez ensuite, dans la période, vous savez, qui précède la notification des choix, vous donnez donc les indices, les critères et les valeurs des uns et des autres. Je vois bien l'exemple moi-même, quand on attribue des marchés de travaux et qu'on dit les entreprises viennent nous voir pourquoi je ne l'ai pas, etc. T'es 20% plus cher que... Bon, c'est un argument qui en général convainc assez fortement et qui fait qu'il n'y a pas de recours derrière. Donc voilà, peut-être que sur ces marchés-là, on a eu une pratique de pondération du prix un peu trop importante qui peut aboutir à cela. Mais qui certainement rassure les entités adjudicatrices.
Alors sur les recherches en économie liées à ces questions d'achat public, alors oui, je pense qu'il y a des choses. On n'a là encore pas eu le temps d'y regarder. Je n'ai pas identifié de recherche en particulier, mais je suis à peu près convaincu comme vous que le corpus théorique derrière, il est, lui, assez clair. Effectivement, quand on restreint la possibilité de participer à une transaction en y mettant, alors sans même aller penser des intentions de mal faire, mais c'est mécanique et ça nous arrive tous, je pense, comme quand on est élu local et qu'on s'intéresse à la commande publique, de savoir que dans telle procédure, ah mince, celui dont on imaginait qu'il allait l'emporter, il a oublié de mettre ou de signer le bordereau de prix unitaire, où il n'a pas renseigné une partie des bordereaux, où il a oublié de mettre une pièce. Et ça m'est arrivé, moi, assez récemment, de devoir refuser ce qui m'était proposé, parce que je pensais que juridiquement, ça nous exposait, une régularisation du service. Oui, si on l'appelle et qu'il fournit oui, c'est sûr, mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on justifie ensuite vis-à-vis des concurrents qu'on ait, dans la procédure, fait un acte de régularisation qu'on n'était pas forcément obligé strictement de faire. Donc oui, tout ça concourt, à mon avis, à restreindre les possibilités d'offres et donc a certainement un effet prix défavorable. Le vrai problème, c'est finalement combien nous coûte le compromis qu'on doit nécessairement faire entre une formalisation, un cadre juridique qui sécurise un peu tout le monde, et puis finalement moins d'offreurs, moins de participants qu'on pourrait en avoir spontanément si on était sur un échange, une concurrence pour le coup pure et parfaite. C'est ça le sujet, et je pense que et ça me permet de faire le lien avec une des questions que vous posiez, Monsieur le Président, je trouve qu'on manque effectivement d'appareils statistiques, on manque de statistiques sur ce sujet, et c'est là qu'on peut comme élu local, parfois aussi, quand même, on se plaint beaucoup des demandes de reporting qui nous sont faites. Moi-même, quand j'ai découvert les 115 champs à remplir dans macantine.gouv.fr, je dois dire que j'ai un peu ragé. Mais on ne peut pas vouloir tout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vouloir, effectivement, nourrir un appareil statistique qui permet ensuite de prendre de bonnes décisions, trouver que c'est vachement bien et que c'est quand même utile, et puis se plaindre qu'il faille y participer. Donc, je ne sais pas quelle a été... Alors, parfois, on a l'impression... Je suis d'accord, mais là, en l'occurrence, on aimerait avoir davantage d'indications sur les marchés publics passés par les collectivités, parce que je pense que ça permettrait aux autorités publiques, peut-être, de documenter plus finement. Vous voyez, on est quand même... Depuis quelques années, on fait référence à des rapports assez anciens, le rapport du Sénat de 2014 sur le sujet. C'était un peu un des seuls à avoir essayé de chiffrer le coût des procédures. C'est quand même étonnant dans un pays comme le nôtre où on est à 66 milliards d'achats publics par les collectivités, entre 66 et 70 milliards d'achats publics par les collectivités, 250 000 marchés passés par an. On n'a qu'une idée aussi imprécise de combien il coûte, ça ne me semble pas tout à fait logique et normal. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai sujet de disposer de data et puis ensuite effectivement de laisser peut-être travailler des économistes, des universitaires, pas que l'administration, parce que l'administration a aussi cette petite capacité, ce petit biais à utiliser les données pour justifier ses positions. C'est pas forcément toujours pour atteindre la vérité scientifique, ce que des études universitaires peuvent certainement permettre plus facilement. On évoquait là effectivement le fait qu'on a réduit peut-être le risque juridique, mais effectivement avec des conséquences sur la dimension économique. Ça, je crois que ça me semble assez clair. Qu'on a poussé effectivement les curseurs assez loin.
on l'évoquait tout à l'heure sur la présence de critères environnementaux, sociaux. Là encore, je n'ai pas moi du tout en fait d'opposition à cela. Simplement, quand ils sont obligatoires, je pense que dans un certain nombre de cas, on tape à côté. Qu'en revanche, on puisse avoir la capacité de, par exemple, dans les marchés que nous passons, on a nous une pratique de clause sociale, d'insertion sociale assez poussée. Je ne sais pas si vous vous souvenez des clauses sociales de l'ANRU, on était autour de 6-7% des volumes horaires qui étaient concédés comme ça. On est généralement, nous, plutôt au-delà de 10, et même parfois on arrive à 12 ou 15 sur certaines opérations. Quand on réalise, par exemple, la rénovation d'un gymnase dans un de nos quartiers politiques de la ville, on se débrouille pour avoir presque le double de ce que l'ANRU faisait en termes de volume de travail. Ça permet d'associer les gens du territoire aux travaux. Enfin, il y a plein d'effets plutôt positifs. Donc, mais ça, c'est un choix. Et ce qui est problématique, c'est quand il y a des obligations et que des collectivités qui n'auraient pas voulu faire ça ou qui ne trouveraient pas intérêt à le faire se trouvent contraintes d'y procéder. Et je pense qu'effectivement, on a certainement besoin de réexaminer tout ça. La première étape, c'est à mon sens de connaître les coûts. Il y a un sujet qui je trouve est manquant et c'est un point que je sais le président de la Commission nationale d'évaluation des normes, Gilles Carrez, partage. C'est-à-dire qu'on ne documente pas assez, et pas assez précisément, le coût de toutes les normes, l'impact qu'elles ont, le coût qu'elles ont. On peut après parfois parfaitement décider de l'assumer, penser que ça vaut la peine. Je pense à un certain nombre de normes qui pèsent sur les collectivités, par exemple sur la performance énergétique des bâtiments. On peut se dire que, compte tenu des prix de l'énergie, ça n'est pas aberrant de nous demander de fixer un objectif d'isolation, de travaux, d'amélioration de la performance énergétique. Mais au moins, il faut le connaître, ce coût. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, fixer des normes un peu à l'aveuglette dans un certain nombre de cas sans avoir une idée précise des impacts que ça va avoir pour les différentes catégories de collectivités, c'est je crois, ça en revanche me semble assez dangereux. Et donc le premier mouvement à mon avis, ce serait d'essayer de bien documenter justement sur les normes que nous préparons à adopter, soit au niveau législatif, soit au niveau réglementaire, finalement de bien mieux documenter les impacts, et puis effectivement d'essayer de revisiter notre corpus de normes en reposant la question à chaque fois des évaluations des coûts que cela présente pour essayer de trier celles qui vraiment auraient un coût excessif. Alors, est-ce qu'on a ça rejoint un peu finalement l'évaluation, est-ce qu'on a un retour sur investissement des critères qu'on a mis? Je crains que non, en tout cas moi j'en ai pas connaissance, et quand on va rencontrer la direction des affaires juridiques de Bercy, qui est celle qui finalement est à l'origine, à la production des normes que nous appliquons en matière de marché public, j'ai pas l'impression que cet aspect d'évaluation ex post, finalement, d'évaluation du fonctionnement soit bien documenté. Je me trompe peut-être n'ont-ils pas voulu nous les donner, mais et les donneront-ils plus facilement à des parlementaires qui leur poseraient la question, mais j'imagine que vous allez les recevoir. Et cette question, ça m'intéressera de savoir quelle réponse ils donnent. Sur la décentralisation des SG de PLE, on sait dans quelles conditions on a abouti à cet arbitrage qui est pire que le problème qu'il y avait à régler. On avait juste pour que tout le monde comprenne bien, on a des secrétaires généraux d'établissements publics locaux d'enseignement, donc collège ou lycée, qui sont, alors même que, pour l'essentiel, ils travaillent à administrer le collège, le lycée, donc dans un champ qui est celui du département ou de la région, ils sont restés sous statut fonction publique de l'État et éducation nationale. Ça alimente, et notamment quand il s'agit par exemple d'appliquer la loi Egalim, et donc d'avoir dans l'approvisionnement les cantines les 20% de bio, les 50% de produits locaux et durables, etc., les départements et les régions ont pris le sujet à bras-le-corps, parce qu'en plus, je crois que c'est un sujet assez populaire, et se sont trouvés dans un certain nombre de cas avec des secrétaires généraux leur disant oui, je ferai de mon mieux, mais enfin, vous n'avez pas autorité sur moi. Donc ça aboutit à ce qu'on veuille réexaminer le sujet, et je crois qu'un ministre de l'Éducation nationale ayant
à l'époque, manifesté une très très forte opposition à ce que le transfert se fasse, parce que c'était le plus simple, transférer les secrétaires généraux de ces EPLE soit au collège, soit au département, soit aux régions, eh bien, on a abouti à... Ils sont sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental ou du président du conseil régional, mais sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement et de la chaîne éducation nationale. Bon, voilà, donc un compromis à la française dans ce qu'il y a de pire. Donc je crois effectivement qu'il faudra un jour trancher et pousser vraiment vers la décentralisation. C'est un des rares cas, il faut quand même se le dire. Je pense qu'on est ici plutôt des partisans de la décentralisation. Cette question du collège-lycée, le rapport de la Cour des comptes sur les 40 années de décentralisation le mettait en exemple. Plutôt assez rare que les collectivités soient citées en exemple d'une réussite de la décentralisation, en disant finalement on a un bâti collège-lycée qui est aujourd'hui bien meilleur, on a une identification politique qui s'est faite, qui fait que des conseillers généraux ont dit l'état du collège c'est moi qui le prends en charge, ou les conseillers régionaux pareil avec les lycées. Il y a finalement aujourd'hui une redevabilité démocratique qui est établie. Les gens savent qu'au moins quand ils votent pour un conseiller départemental, ils votent aussi pour celui qui va entretenir le collège de leurs enfants ou le lycée de leurs enfants. Quand on a fait dans le rapport des enquêtes en demandant aux gens s'ils savaient qui s'occupait de quoi, sur les collèges et les lycées, on a quand même, compte tenu de la durée de l'antériorité, on a quand même une chose d'assez claire. Et donc, je pense qu'effectivement, il faudra... pousser un petit effort supplémentaire, un petit coup d'épaule supplémentaire pour aller jusque-là. Alors sur les procédures, en revanche, sur pourquoi sur les procédures, on est moins mauvais que l'Union européenne pour une fois, je n'ai pas d'explication. Peut-être il y a quand même et ça rejoint l'observation que vous faisiez tout à l'heure, monsieur le sénateur, sur la professionnalisation. Je pense que l'achat public s'est quand même bien professionnalisé dans notre pays ces dernières années. Je crois qu'on a quand même aujourd'hui toutes les collectivités que je vois fonctionner. Et je me suis pendant un petit moment, j'étais vice-président de la région en charge justement de cette commande publique. On animait un réseau d'acheteurs publics. Pour la région Grand Est, l'achat public, c'est plus de 6 milliards tous les ans. Et donc, on avait quand même cet objectif que le maximum de cet argent-là revienne plutôt à des entreprises du territoire. Alors, on n'a naturellement pas de possibilité juridique de l'inscrire dans les marchés, mais il y a des moyens d'utiliser effectivement parfois des critères qualitatifs pour favoriser plutôt. Et on avait une pratique, plutôt un exercice, on a essayé de partager les bonnes pratiques pour encourager les acheteurs publics. Et je voyais quand même en face de moi des gens qui me paraissaient être d'assez bons juristes. Et j'ai l'impression que dans le bloc communal au moins, c'était déjà le cas avant dans les départements et dans les régions, mais dans le bloc communal, il y a une vraie montée en compétences qui s'est faite. Ça permet peut-être de passer les marchés un tout petit peu moins vite, un tout petit peu plus vite et un tout petit peu mieux que nos voisins européens. C'est juste une hypothèse. Merci beaucoup, Monsieur Ravignon. Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez... Non. À l'écoute, des bonnes réponses. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. C'est bon aussi pour vous. Encore un grand merci à vous, Monsieur Ravignon. Et puis, on ne manquera pas de revenir vers vous si d'aventure il y avait des besoins de précision. Et puis, si de votre côté, vous aviez aussi des exemples, et en votre qualité d'élu local et d'auteur de ce rapport de mai 2024, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Encore merci à vous.